Bonjour et bienvenue au feuilleton Notre Terre, 5e épisode. Écoutez, je vais probablement m'arrêter après le 5e épisode pendant un certain temps, jusqu'à ce que j'aie autre chose à vous raconter, d'autres personnes à vous présenter, parce qu'on est en plein milieu du processus présentement, justement, de lotissement, et c'est de ça dont je voulais parler avec vous autres, c'est-à-dire faire lotir la Terre, donc la diviser en terrains, hein, envoyer tout ça au cadastre et puis avoir chacun notre terrain. Et c'est extrêmement intéressant comme processus parce que moi, j'apprends tout au fur et à mesure. Mais avant de rentrer dans les étapes puis le processus de tout ça, je voulais qu'on parle, entre autres, de l'énergie dans laquelle on vit présentement et que je donnais une conférence récemment qui porte le titre de « Créer un nouveau monde ici, maintenant ». Et je disais aux gens quand j'ai commencé la conférence, vous savez, on n'est plus aujourd'hui dans une ère de revendication, on est dans une ère d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ère de revendication, dans ma façon ou dans ma compréhension de voir la vie, appartient à l'ancien monde. Pour créer un nouveau monde, on peut pas s'attendre à ce que l'ancien s'écroule de lui-même du jour au lendemain et qu'on puisse rebâtir sur des nouvelles bases. Attendre que l'ancien monde change, c'est comme espérer finalement que les dinosaures reviennent sur la planète. C'est presque impossible de voir le monde changer à la vitesse, en tout cas, qu'on voudrait qu'il change, sans changer notre perception du monde. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus une ère de revendication, mais que c'est une ère d'action. Revendiquer, c'est de se positionner d'une certaine façon dans une énergie plus de victimisation et attendre que ça se fasse à notre place ou autour de nous ou par des instances gouvernementales, alors que l'action nous amène vraiment à décider par nous-mêmes comment est-ce qu'on veut le créer, ce nouveau monde-là. Alors, je parlais de ça avec les gens qui étaient là, puis évidemment, on avait une espèce de consensus parce que les gens qui me suivent ont tendance à penser ça également. Mais je peux vous donner des images de ça. Vous savez, je regardais un petit peu là, des anciennes nouvelles avant d'arriver en ligne avec vous autres. Et je me rappelais les manifestations auxquelles on a toutes participé. Par exemple, au Printemps érable en 2012, on était tous et toutes dans la rue avec nos casseroles, avec les étudiants. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Pas grand-chose. En 2019, on était 500 000 dans la rue à Montréal avec Greta Thunberg pour parler de changement climatique, espérer des changements. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'avoir le pire rapport par rapport au changement climatique et à l'avenir de notre planète dans les dernières semaines. Bref, si on attend que ça vienne d'en haut de la pyramide, eh bien, on va probablement jamais voir ces changements-là réels de notre vivant. C'est pour ça que le concept de communauté est devenu si intéressant et si important. C'est-à-dire que des petites communautés sont capables, quand elles se réunissent, quand on réunit un certain nombre de joueurs qui partagent les mêmes valeurs, on est capable de changer, entre autres, la vision de notre monde à nous et de rayonner ça autour de nous et ça peut en inspirer d'autres et en inspirer d'autres. Donc, le changement va pas partir du haut de la pyramide pour descendre dans le bas de la pyramide, mais va bien partir du bas de la pyramide pour s'élever vers en haut. Et c'est ça qu'il faut comprendre et changer dans notre façon de voir la vie parce que attendre que ça se fasse à notre place, pour nous autres, qu'on le fasse à notre place, eh bien, on va attendre très, très, très longtemps. Donc, le concept de communauté, puis je vous ai dit la semaine dernière, parce que, bon, j'ai oublié de dire précédemment au feuilleton Notre Terre, mais je vous ai dit la semaine dernière qu'avec Nadine Bachand, qu'on avait le droit, quand j'ai acheté la terre, en fait, la municipalité m'avait dit, tu vas pouvoir avoir 8 terrains. Et pourtant, dans ma tête, ça disait tout le temps 6. À 6 ménages, 6 couples, familles, ménages, peu importe, tu retournes chez le notaire et tu partages la terre. Je devais inventer un nouveau modèle. Et quand j'ai trouvé mes 6 premiers, finalement, acheteurs, ou en tout cas avec qui je pouvais partager la terre, eh bien, on a trouvé un notaire qui pouvait effectivement changer le contrat, simplement ajouter tout le monde et qu'on devienne 6 propriétaires de ce lopin de terre de 32 acres. Et à partir de là, on commençait les démarches. Et les démarches, bon,
à partir du moment où est-ce que tu achètes un lopin de terre, la municipalité te donne évidemment ses règlements. Ce ne sont pas les mêmes règlements d'une municipalité à l'autre, fait que c'est très important dans le processus de savoir c'est quoi les étapes avec la municipalité pour obtenir les permis, entre autres pour lotir, donc avoir des terrains chacun pour soi, puis après ça, commencer les travaux. Quelles sont les règles de la municipalité? La municipalité, à moi, m'avait dit, il faut que chacun des terrains ait une entrée sur le rang, c'est-à-dire le chemin principal où est-ce qu'on est situé. Donc ça, c'était pas négociable, à moins d'aller avoir une dérogation avec ce qu'on appelle un projet d'ensemble, ou il y a un autre mot pour ça, mais bref, un projet d'ensemble, et ça, il faut monter au niveau au-dessus de la municipalité. Bref, tout ça pour dire que pour ne pas me casser la tête au début, je me suis dit, on va y aller avec les règles existantes. Et on m'avait aussi dit ce que je pouvais ou pas construire. Et ça aussi, c'est important de le savoir en partant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire « Hey, moi, je veux embarquer puis j'aimerais ça mettre une yourte ou mettre une mini-maison. » C'est pas permis dans la municipalité où je suis. On ne peut pas, par exemple, faire un projet de mini-maison, à moins que ça dépend de votre concept de mini-maison, mais il y a un piétage minimum au sol qu'il faut avoir. Et dans le cas de la municipalité où on est, à Saint-Étienne-de-Bolton, c'est autour de 600 quelques pieds carrés au sol. Je pense que c'est, mettons, on va y aller pour 700 pour faire un chiffron. Donc, il faut avoir un minimum de pieds carrés sur le terrain de 700 pieds carrés. Et on me disait, tu as le droit de construire des maisons unifamiliales, tu as le droit de construire du bigénérationnel avec un rapport que le logement doit être à 60% de la superficie du premier étage ou peu importe de la maison principale. Et ou une petite auberge à 3 chambres. Donc, ça me donnait une idée de ce qu'on pouvait faire et le but de ce qu'on avait déjà tous établi ensemble, c'est qu'on voulait tous être propriétaires de notre petit lopin de terre et mettre des choses en commun. Et là, le modèle que moi j'avais, c'était une copropriété de mes amis de la Terre de la Réunion dans le Nord avec une charte avec 70 pages d'épais. Et là, je vous mets au défi de lire une charte de notaire de 70 pages d'épais sans vous endormir. Et avec tout le respect que je dois aux notaires parce que j'admire ce qu'ils font, quand tu connais pas ça, c'est un petit peu compliqué à lire. Ce qui fait que moi, je voulais vraiment simplifier tout ça et j'ai trouvé quelqu'un avec qui je pouvais créer un projet de toute pièce. Et ça, c'est important de trouver un notaire avec qui vous pouvez créer votre projet, puis après ça, voir avec la municipalité quelles sont les possibilités. Parce que moi, on me permettait pas d'avoir une copropriété, c'est-à-dire d'avoir une espèce on est tous propriétaires de tous les terrains, puis après ça, on fait ce qu'on veut avec, puis on met des bâtiments en commun. C'était pas permis. Fait qu'il faut penser à autre chose et être très créatif. Et c'est pour ça que je disais dans mon titre, dans le fond, quand je vous parle des étapes pour créer une communauté, il faut être créatif, résilient, patient et très inventif pour voir que finalement, il va y avoir toutes sortes d'embûches et il faut le faire avec le cœur ouvert et la joie parce que sinon, on se décourage rapidement. Donc, c'est ça les étapes pour... et là, on est en train de faire créer notre charte qui n'est pas encore signée complètement, mais on est dans l'étape, on sait exactement en fait ce qu'on veut et on va... évidemment, avec le temps, là, probablement que ça va se bonifier. Puis bon, alors, mais à un moment donné, ce sera tout installé et ça fait partie des étapes. Et ce qui est intéressant aussi et extrêmement important, c'est de suivre les étapes de lotissement. Au départ, on me disait, il va falloir que quand tu vas vouloir diviser le terrain, faire venir un évaluateur et en fonction de l'évaluation de ton terrain et des différents terrains, vous allez avoir ce qu'on appelle des frais de parc à payer. Alors moi, j'étais absolument pas au courant de l'histoire des frais de parc et là, je vais vous montrer ça ici à l'écran. Les frais de parc, entre autres, voici ce que ça dit, c'est la contribution aux frais de parc, ou de terrain de jeu ou d'espace naturel peut être exigée par une municipalité au moment de la demande de permis de lotissement ou de construction. Il peut prendre la forme d'une cession d'une partie du site visé par la demande, d'une contribution financière devant être versée dans un fonds spécial ou d'une combinaison des deux. Fait que là, moi, je savais pas que ça existait, puis ça semble-t-il que ça existe depuis très longtemps.
et que les municipalités, finalement, l'appliquent comme bon leur semble d'une certaine façon. Et moi, ben, comment l'inspecteur municipal m'avait dit, chez vous, probablement qu'il va y avoir des frais de parc. Alors moi, je lui ai dit, mais vous pouvez choisir de prendre le fond de la terre puis venir faire un parc d'amusement ou utiliser ça pour raccorder les différents sentiers de la municipalité. Et déjà, ben, on savait que ce serait pas accepté, donc on va avoir des frais supplémentaires à payer. Ça, c'est très important de le savoir quand tu t'embarques là-dedans. Parce que tu as beau payer ton terrain pas trop cher, quand tu mets ça par-dessus, c'est-à-dire les frais de parc, après ça, évidemment, l'arpenteur, nous, ça va nous prendre un biologiste parce qu'il y a des ruisseaux sur le terrain. Et finalement, en voyant tout ça, le 6 qui apparaissait tout le temps dans ma tête, et moi, puisque j'avais pas beaucoup de connaissances là-dedans, eh bien, je me suis dit, et c'est venu aussi d'une de nos copropriétaires de la terre maintenant, Nadine Bachand, que vous avez rencontrée la semaine dernière, eh bien, tout le monde, quand tout le monde met ses connaissances à contribution, eh bien, elle nous a présenté quelqu'un, et là, je vous le présente, il s'appelle Renaud de la Rochelière. Et Renaud, il y a vraiment un nom d'artiste, mais Renaud est quelqu'un qui se spécialise justement dans l'accompagnement des gens qui veulent se construire une maison écologique. Et là, il y a toutes les étapes à franchir, dont le choix d'un emplacement sur notre terrain. Et moi, étant donné que je connais rien là-dedans, mais j'ai décidé de me laisser accompagner. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour tout le groupe de la communauté, pour moi aussi, parce qu'on choisit l'emplacement de nos maisons dans cette magnifique forêt. Et pour ça, ben, on a demandé de l'aide d'un spécialiste. Alors, je vous le présente. Salut, Renaud de la Rochelière. Salut tout le monde. Alors, dis-nous, c'est quoi que tu fais, toi, dans la vie, exactement? Principalement, je fais du design de lieux de vie. Donc, bon, je fais du design de maison, mais j'ai beaucoup de connaissances au niveau de l'implantation d'une maison solaire passive, une maison bioclimatique. Puis mon but, c'est vraiment que la maison soit le plus possible en harmonie avec son environnement. Donc, de bien étudier le terrain en amont, puis de pouvoir placer la maison, puis aussi tous les lieux de vie autour, parce qu'on vit pas juste dans nos maisons, là, on vit aussi sur le terrain. Puis là, en plus, si j'ai la chance de pouvoir aider une communauté entière, donc, tu sais, mon but, c'est de pouvoir comprendre le fil conducteur qu'il va y avoir entre chaque propriété aussi, puis chaque maison. Pour pouvoir, que tout soit harmonieux, finalement. Oui, puis qu'il y ait un lien. Puis, bon, vous avez compris qu'on veut se construire des maisons écologiques. Renaud travaille aussi comme consultant parfois pour Solutionnera, hein, la gang de Francis Gendron et compagnie. Fait que bref, on est allé chercher de l'aide parce que moi, personnellement, là, c'est sûr que je peux au feeling décider où est-ce qu'elle va être ma maison. Mais pour être sûr de pas se tromper, parce que si on se trompe dans les étapes, ça peut coûter très cher, hein? Oui, puis en plus, là, on peut mutualiser des choses ensemble. Comme là, on est en train de regarder justement le chemin d'accès qu'il va y avoir pour les maisons. Puis là, on se rend compte qu'on peut faire une entrée commune ensemble. Il y a plein de choses aussi qu'on regarde. Le soleil, le vent, les pentes de terrain, la gestion de l'eau sur le terrain. Fait que c'est toutes des choses qui sont super importantes pour que la maison elle soit là à notre service et non pas nous au service de la maison. Alors, on va avoir un chemin commun pour 3 maisons, entre autres, pour sauver des coûts, mais aussi couper le moins d'arbres possible. Tout ça, là, c'est pensé, puis ça prend des experts, parce que moi, je ne pouvais pas le faire toute seule. Fait que merci beaucoup, Renaud de la Rochelière. Si jamais il veut se recycler pour être artiste, chanteur, chansonnier, c'était vraiment un nom d'artiste. Oui, mais je joue de la musique aussi, mais je joue de la percussion. Donc, c'est un autre volet, mais on t'invite à la crémaillère. À bientôt, tout le monde. Eh bien, voilà. Alors, vous avez rencontré Renaud, qui est un des experts, ou en tout cas une des personnes ressources avec qui on travaille. En plus, Renaud, j'ai demandé de me faire des plans de maison. Je sais pas si c'est ce que je vais utiliser. On n'est pas encore rendu là, mais vous voyez que les étapes, c'est extrêmement important de les faire dans l'ordre, parce que si on les fait dans le désordre, ça peut coûter très cher. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de me fier à certains experts autour de moi pour qu'ils me donnent les bons conseils. Et c'est vraiment ce que moi, j'invite à faire si vous avez envie de vous créer une petite communauté comme ça, c'est d'y aller par étapes, de vous assurer que les étapes sont dans l'ordre, puis de vous faire aider. Bref. Et là, je vais aller voir, bon, merci pour tous ceux qui nous ont dit que le son était bon. Félicitations, France, pour toute ton équipe. Quel bonheur. Alors, merci, Marlène, de vos commentaires. Écoutez, pour cette semaine, c'est pas mal ça que je voulais vous raconter. Et il y aura d'autres feuilletons Notre Terre un petit peu plus tard que je viendrai
à l'occasion, je vais revenir. Quand je vais avoir quelque chose à vous dire, ce sera plus systématiquement tous les mercredis midi, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, mais ça va être quand même assez récurrent. Quand je vais avoir quelque chose à raconter, que je vais avoir peut-être un invité aussi à vous présenter ou qu'il va se passer quelque chose sur le terrain, parce que là, on va commencer à aller plus sur le terrain, évidemment, plus le printemps va avancer, plus on va pouvoir aller sur le terrain, ce qui ferait que je vous reviendrai avec les étapes à venir. Mais je voulais quand même partager avec vous cette partie-là très importante des fameuses étapes pour pas se laisser finalement happer par le processus et se décourager en cours de route. Simplement garder notre joie de vivre là-dedans parce que, vous savez, c'est comme disent les maîtres, hein, c'est pas le résultat qui est important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Et ce chemin-là, il va quand même être assez intense, il va être assez long aussi parce que avant qu'on puisse vivre en communauté avec toutes nos petites maisons construites, eh bien, ça va peut-être prendre quelques années, ce qui fait que c'est important d'avoir beaucoup de plaisir et de joie sur le chemin. Alors, merci pour tous vos merci pour tous vos beaux commentaires. Bye tout le monde. À bientôt.